OK. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui puis de nous écouter. Moi, je vais vous présenter en fait les résultats préliminaires d'une étude qui a été mise en place pour évaluer les effets d'un programme d'intervention médié par les parents d'enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme. Je vais dans le fond vous raconter la petite histoire qui entoure toutes ces petites études préliminaires-là. Donc, je vais vous faire une petite introduction. Donc, la problématique, contextualiser un peu dans quel contexte, justement, les études ont été faites. Donc, le programme d'intervention dont il est question, c'est le SDM, plus spécifiquement le PESDM, donc le SDM qui est implanté par les parents. Je vais vous présenter les différentes études, les résultats et une petite discussion pour conclure le tout. Alors, on en a parlé déjà pas mal cet avant-midi, ce matin. Un petit rappel, donc le trouble du spectre de l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte principalement les interactions et la communication sociale et dans lequel la personne présente des comportements, activités ou intérêts restreints et répétitifs. Donc, comme le dit aussi Mylina Rivard dans sa présentation ce matin, les comportements problématiques sont très prévalents chez les personnes qui présentent un TSA. Donc, on parle de 60 à 94 %. Donc, c'est pourquoi il est important dans les interventions de regarder les effets sur la diminution ou les effets, point, sur les comportements problématiques que les interventions ont. Donc, au Canada, la prévalence du TSA est estimée à 1 sur 66 pour les enfants âgés de 5 à 17 ans. Puis au Québec, plus spécifiquement, la prévalence du TSA augmenterait de 17 % par année. C'est d'ailleurs le trouble le plus prévalent dans les écoles avec le TDAH. Donc, l'augmentation constante de la prévalence du TSA, l'importance aussi des effets de ce diagnostic sur les enfants, mais aussi sur la famille complète, comme l'a montré Corinne dans sa présentation, fait que ce trouble, c'est vraiment une priorité en santé publique au Canada. Sauf qu'en ce moment, le système aussi peine à fournir les services, fournir à la demande de services qu'il y a en ce moment, ce qui fait en sorte que les familles peuvent attendre jusqu'à 3 ans pour avoir une évaluation diagnostique pour leur enfant, puis par la suite jusqu'à 2 ans pour obtenir des services d'intervention précoce spécialisés. Ces différentes périodes d'attente-là peuvent causer de la détresse psychologique chez les parents et aussi nuire au développement de l'enfant. Donc, ce contexte d'attente-là puis d'incertitude peut entraîner d'autant plus de détresse parce que pendant ces 2 années-là avant l'intervention, 3 années pour l'évaluation diagnostique, pendant ces périodes-là, il y a très peu, sinon pas du tout de soutien pour les parents et la famille complète. Donc, les parents se retrouvent avec leurs inquiétudes à attendre d'avoir une consultation quelconque ou une fois qu'ils ont le diagnostic, ils veulent intervenir, faire quelque chose, puis il n'y a rien qui leur est disponible. Tout ce contexte d'attente-là puis d'incertitude fait qu'il y a une augmentation importante du stress pendant ces périodes d'attente-là. Et voilà, donc ça nuit au bien-être des familles. Donc, c'est intéressant et important de se pencher sur des alternatives de services qui pourraient être offertes pendant ces périodes d'attente-là. Donc, pour vous contextualiser un peu les études qui ont été faites, je vais vous parler un peu de la clinique « Voyez les choses à ma façon ». Pour ceux qui ne la connaissent peut-être pas, c'est une clinique qui a été ouverte entre 2015 et 2020 qui proposait un modèle d'évaluation pour soutenir les parents dans le réseau et dans le fond, ils faisaient des évaluations diagnostiques. Donc, cette clinique-là, elle a été ouverte pour évaluer un modèle particulier d'évaluation et aussi pour aider à désengorger les listes d'attente du réseau public. Donc, je vous ai mis le site Internet pour tous les résultats de toutes les études qui ont été faites à VCMF parce qu'il y en a eu beaucoup. Moi, spécifiquement, justement, je vous ai parlé de la période d'attente entre le diagnostic et l'obtention de services. Donc, la clinique VCMF, elle a réussi à désengorger beaucoup de listes d'attente, à faire beaucoup d'évaluations, sauf qu'une fois l'évaluation faite, les parents se retrouvaient quand même sur les listes d'attente pour l'obtention de services. Donc, la clinique a décidé d'investiguer pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soutenir les parents pendant cette période-là. Donc, ils ont fait une revue de la littérature sur les programmes qui pouvaient être offerts aux parents et tout ça.
Et c'est pourquoi ils se sont, à la suite de cette évaluation de la littérature, ils se sont arrêtés sur le SDM. Donc, c'est le modèle d'intervention précoce de Denver que Catherine Mello vous a rapidement glissé un mot dans sa présentation. Le PSDM, que je vais vous spécifier tantôt, a été offert à la clinique de 2017 à 2020. Donc, c'est quoi le modèle d'intervention précoce de Denver? C'est un modèle qui est basé sur l'analyse appliquée du comportement, qu'on sait qui a montré des effets en intervention en autisme, et aussi qui adopte une approche développementale. Ce qui est le fun avec ce modèle-là, c'est que c'est applicable, implantable auprès de très, très jeunes enfants. Donc, dès 18 mois, on peut commencer à utiliser des stratégies. C'est un programme qui est encadré et manualisé, qui a une procédure d'évaluation puis d'établissement d'objectifs. Donc, c'est vraiment très, très clair, très structuré. Comment ça fonctionne? C'est qu'il évalue différentes sphères du développement qui sont typiquement atteintes dans le trouble du spectre de l'autisme, par exemple la communication, la motricité fine globale, et il y a 4 niveaux de développement pour chacune des sphères. Donc, on établit où l'enfant se situe pour chacune des sphères, puis à la suite de cette évaluation-là, à l'aide de la checklist, c'est comme ça qu'ils l'appellent, on détermine les objectifs d'intervention. Les stratégies d'intervention s'appliquent dans le quotidien de l'enfant. Donc, c'est vraiment, on montre comment optimiser les apprentissages en essayant de trouver à quel moment chaque petite opportunité d'apprendre quelque chose à l'enfant. Donc, par exemple, il est dans la cuisine, on sait qu'il veut des biscuits quelconques. Ah, ça, c'est un contexte favorable à des apprentissages, par exemple, de pointer. Donc, c'est vraiment, le SDM va enseigner aux personnes qui l'appliquent à aller chercher chaque opportunité d'apprentissage dans le quotidien. Donc, le SDM a été étudié plusieurs fois par ses auteurs, mais aussi quelques autres personnes, avec des essais randomisés contrôlés, et son efficacité a été démontrée. De ça est découlé le PESDM. Donc, le PESDM, c'est la même chose, mais là, on enseigne aux parents les stratégies qui sont utilisées dans le SDM pour qu'eux-mêmes puissent les utiliser dans leur quotidien. Les études ont montré que même si implanté à faible intensité, donc quand on parle d'1 heure par semaine dans ce cas-ci, c'est que les parents étaient coachés par une personne formée à l'ESDM seulement 1 heure par semaine. Puis après ça, ils faisaient ce qu'ils voulaient chez eux, ils l'implantaient un peu comme ils voulaient. Mais même à 1 heure par semaine de coaching, il y a des effets qui ont été observés. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. Donc, la clinique VCMF a pris le PESDM. Elle a formé des professionnels de la clinique à coacher les parents aux stratégies du PESDM. Donc, l'objectif général de l'offre du PESDM à la clinique, c'était d'évaluer les effets sur les enfants, mais aussi les parents. Puis, dans le fond, le PSDM était offert aussitôt que les parents avaient reçu le diagnostic pour leur enfant à la clinique. Donc, ils recevaient le diagnostic et on leur offrait de participer à ce programme-là et à l'étude qui était liée à ce programme-là. Donc, ça, c'était l'objectif général. Puis ensuite, pour les objectifs spécifiques, bien, on s'attardait aux différentes variables que je vais vous présenter un peu plus tard, dont les effets du PSDM sur, indirectement, les comportements problématiques de l'enfant. Donc, il y a plusieurs petites études préliminaires qui ont été faites pour ça. Puis, je vais vous les présenter plus en détail avec un schéma dans 2 petites diapos. Donc, juste avant, je vais vous présenter le profil de participants qui ont reçu le programme. Donc, la clinique VCMF était à Montréal. Les parents étaient majoritairement d'origine non canadienne, majoritairement francophones, mais il y avait quand même beaucoup d'anglophones ou de bilingues. Les enfants étaient âgés de 23 à 45 mois, principalement des garçons. Le diagnostic principal qui était donné, c'était le TSA, mais il y avait quelques retards globaux de développement ou TSA avec un trouble déficitaire de l'attention et hyperactivité.
Donc, comme je vous ai rapidement mentionné, ces familles qui ont participé ont été coachées par 3 intervenants, 3 professionnels de la clinique. Il y en avait qui découlaient qui avaient une formation en orthophonie, il y avait une psychologue, puis il y avait aussi une ergothérapeute. Ces 3 professionnels-là ont reçu la formation poussée ESDM pour, par la suite, coacher des parents. Ils allaient à la clinique à raison d'1 fois par semaine pour 1 heure, puis le programme durait 13 semaines. Donc là, ça a l'air un peu compliqué pour rien. C'est juste pour vous dire que aussi, ces études préliminaires-là ont été faites à la clinique dans le but, par la suite, de faire un essai randomisé contrôlé au Québec pour peut-être montrer que ce programme-là pourrait être offert pendant les périodes d'attente. On n'est pas encore rendu à faire l'essai randomisé contrôlé, donc on a fait la phase 1 et la phase 2. La phase 1, comme je vous dis, c'était la revue de la littérature pour identifier un programme qui pouvait être implanté. Il y a l'étude 1, dans le fond, qui a été faite, mais je ne vous présente pas les résultats de ça aujourd'hui parce que, pour des raisons méthodologiques, il y avait beaucoup de données manquantes, beaucoup de questionnaires manquants. Donc, les résultats de ça, c'est vraiment juste anecdotique. Donc, moi, j'ai décidé de vous présenter les résultats de la phase 2A. Donc, ça, c'est vraiment les essais préliminaires avec un échantillon de 18 familles après les deux attritions. Et plus spécifiquement aussi, il y a 5 familles qui ont été volontairement placées sur une liste d'attente. Donc, ils ont reçu le diagnostic, on leur a offert le programme de participer, puis ils ont dit oui, puis on a dit parfait, donc le programme commencera dans 13 semaines. Donc, ils ont été mis sur une liste d'attente de 13 semaines. Puis, il y a eu une prise de mesure qui a été faite à ce moment-là, puis avant l'intervention 13 semaines plus tard, puis après l'intervention 13 semaines plus tard encore. Puis, on a fait ça dans le but de comparer ou en fait de documenter la variation sur les variables étudiées pour voir si, par exemple, les comportements problématiques augmentaient pendant la période d'attente, est-ce que les parents allaient moins bien aussi pendant la période d'attente, puis voir après l'intervention. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un tout petit échantillon de 5 personnes pour voir ce qui se passait. Aussi, il y a une 4e étude qui a été faite par rapport à ça, que là, on s'intéressait plus à est-ce que c'était faisable? Donc, est-ce que le programme était... il pouvait se faire comme ça? Est-ce que les parents l'appréciaient? Est-ce qu'ils étaient satisfaits? Donc, est-ce qu'ils l'acceptaient? Si jamais cette étude-là vous intéresse, elle est publiée donc, dans le Research in Developmental Disability. Fait que je vous invite à aller lire l'article si jamais tout ce qui est question de faisabilité vous intéresse. Alors, pour ce qui est des variables mesurées, donc on avait 2 variables proximales. Donc, quand on parle des apprentissages, c'est les apprentissages que les enfants font qui sont basés sur la checklist que je vous ai parlé tantôt, qui est divisée par sphère de développement puis par niveau. Donc, c'est vraiment des items précis comme justement pointe pour demander quelque chose, reconnaît son nom, est capable de découper avec des ciseaux. Tu sais, c'est vraiment des trucs précis qui, à la suite de l'évaluation de tout ça, basé sur la checklist, on établissait où est-ce que l'enfant était au niveau développemental sur chacune des sphères. Donc, par apprentissage, on parle de, après l'intervention, où il se situe sur la même checklist. Donc, c'est ce qui a été mesuré. Puis pour les habiletés d'intervention, le SDM offre aussi, dans le fond, une autre checklist pour s'assurer que les stratégies sont bien implantées par les parents ou par les intervenants, si c'est appliqué par des intervenants, mais dans ce cas-ci, c'était les parents. Donc, ça mesure, dans le fond, les habiletés d'intervention des parents. Ensuite, pour les variables digitales, il y en a plusieurs qui ont été mesurées, mais je vais vous présenter les résultats les plus saillants seulement. Parce que c'est un petit échantillon, donc on parle juste de tendance, on ne parle pas de différences significatives, statistiquement significatives. Je vais vous parler, entre autres, du développement social et émotionnel, comme le définit le Developmental Behavior Checklist, donc c'est le questionnaire qui a été utilisé. Ici, on parle de troubles de comportement ou plutôt comportement problématique
j'utilise ce terme-là parce que c'est le terme qui a été utilisé dans les articles puis dans l'étude en général, mais on parle dans le fond de comportements qui, par leur intensité et leur fréquence, peuvent entraver le développement ou les apprentissages de l'enfant. Donc, c'est ça. Donc, pour vous donner un exemple, les items du DBC, c'est est-ce que l'enfant se frappe la tête, est-ce que l'enfant réagit aux sentiments des autres, est-ce qu'il est impulsif, est-ce qu'il est irritable. Donc, c'est tous des items en lien avec le développement social et émotionnel de l'enfant. Ensuite, ce qui est beaucoup ressorti, que je vais vous présenter, c'est des résultats en lien avec la qualité de la vie familiale. Donc, il a été mesuré à l'aide d'un questionnaire qui contient des énoncés comme « Ma famille apprécie de passer du temps ensemble ». Donc là, le parent devait dire « Est-ce que ça, pour eux, c'est important? » Puis ensuite dire « Est-ce qu'ils sont satisfaits de comment ça se passe dans leur famille à eux? » Donc, on parle de qualité de vie familiale, c'est ce qu'on entend. Puis finalement, je vais vous parler du sentiment de compétence parentale. Donc là, c'est un questionnaire où est-ce que les parents s'auto-évaluaient sur leur satisfaction quant à leur façon d'intervenir auprès de leur enfant. Donc, rapidement, pour les variables qui ne sont pas nécessairement en lien avec les comportements problématiques, ils sont, mais indirectement. Donc, à la suite de l'intervention, donc à la suite du 13 semaines, il y a des gains significatifs qui ont été observés sur les habiletés d'intervention des parents. Donc, c'était une taille d'effet assez forte. Donc, les parents ont bien appris les techniques d'intervention, puis ils ont été capables de les appliquer de façon fidèle. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Ça veut dire que le programme, les programmes est bien reçu par les parents en termes de technique. Puis aussi, il y a eu des gains sur les apprentissages ciblés chez les enfants. Donc, ça veut dire que la tendance montre que ça pourrait bien fonctionner. Les enfants font des apprentissages qui peuvent être assez marqués. Ensuite, pour les variables digitales, donc, on remarque une amélioration de la qualité de vie familiale et du sentiment de compétence parentale. Donc, les tailles d'effet sont moyennes et faibles, mais au moins, ça va dans le bon sens, donc c'est bon signe pour nous. Maintenant, ce qui nous intéresse un peu plus, les comportements problématiques, c'est vraiment indirectement, mais on voit qu'il y a une réduction des comportements problématiques à la suite de l'intervention, ce qui est une bonne chose. Et aussi, on remarque qu'ils sont corrélés avec les apprentissages chez l'enfant. Ce qui veut dire que l'enfant fait des nouveaux apprentissages qui sont principalement en communication, dans la sphère de la communication, puis on voit que c'est corrélé avec la réduction des comportements problématiques, ce qui peut être quand même assez logique. Plus spécifiquement, pour les 5 familles qui avaient été mises sur une liste d'attente, pendant la période d'attente, on voit qu'il y a eu une augmentation significative, donc une taille d'effet forte des comportements problématiques pendant cette période d'attente-là, puis ils ont réduit à la suite de l'intervention. Donc, voilà, on peut voir qu'il y a quand même un effet du fait d'être mis sur une liste d'attente pour ces 5 familles-là. C'est un petit échantillon, mais quand même, ça montre une tendance que les comportements problématiques peuvent augmenter quand les parents sont mis en attente. Voilà, donc pour résumer le tout, on sait que les multiples listes d'attente avec lesquelles les familles doivent composer peuvent avoir des effets délétères sur le développement de l'enfant, mais aussi le bien-être des parents. L'offre du PSDM à la suite de l'obtention d'un diagnostic peut être une optique prometteuse pour pallier le désert de soutien qui existe avant l'obtention de services d'intervention comportementale intensive, donc l'ICI. Donc, on voit aussi que même s'il est implanté à faible intensité, donc on parle de coaching d'1 heure par semaine seulement, le programme a des effets souhaités sur les variables digitales importantes liées au bien-être des familles, soit les comportements problématiques, le sentiment de compétence parentale et la qualité de vie familiale. Donc, c'est des résultats qui sont assez positifs, somme toute, malgré le petit échantillon. Merci.